Bonjour à vous et bienvenue à Londres. Nous sommes en l'an 2000, au début d'un nouveau millénaire. Cette année, la capitale britannique rayonne plus que jamais. Entre tradition et modernité, entre histoire et futur, ici, tout respire la grandeur et le renouveau. Si vous décidez de visiter Londres cette année, vous aurez de quoi vous émerveiller. À commencer par les attractions emblématiques de la capitale. Vous pouvez commencer par Buckingham Palace, résidence officielle de Sa Majesté la Reine. Chaque matin, des centaines de visiteurs se rassemblent devant les grilles dorées pour assister à la célèbre relève de la garde. Puis, laissez-vous guider jusqu'à Big Ben, l'horloge la plus connue du monde, qui continue de marquer les heures du nouveau siècle. Non loin de là, la Tamise s'étend, tranquillement, sous la brume londonienne. Traversez ensuite le majestueux Tower Bridge, symbole de la puissance de l'Angleterre victorienne. Mais en cette année 2000, Londres ne se contente pas de son passé glorieux. Elle regarde vers l'avenir. Une nouvelle attraction attire alors tous les regards. Le London Eye, inauguré pour célébrer le passage au XXIe siècle. Cette roue géante de 135 mètres de haut offre une vue panoramique à couper le souffle sur toute la ville. C'est le symbole du futur, suspendu au-dessus de la Tamise. Et si vous suivez le fleuve vers l'est, vous tomberez sur un autre bijou d'architecture. Un immense dôme blanc, coiffé de 12 mâts dorés visibles à des kilomètres à la ronde. Le dôme du millénaire, véritable prouesse technologique, il a été construit pour célébrer le passage à l'an 2000. À l'intérieur, vous y trouverez des expositions futuristes, des pavillons interactifs, des spectacles et des familles émerveillées. Le dôme du millénaire, c'est la fierté nationale. Un lieu qui incarne le renouveau, l'espoir et la modernité. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez faire un tour du côté de l'exposition de diamants, où sont présentés certains des diamants les plus précieux du Royaume-Uni, dont le Millennium Star. Un diamant de 203 carats, d'une valeur estimée à plus de 100 millions de livres, d'une pureté presque parfaite, un joyau d'une beauté à couper le souffle. In what's believed to be the most expensive attempted robbery in modern history, a gang of hardened criminals uses a specially designed bulldozer to crash, first through a gate, then through a wall at the famed Millennium Dome in London, England, November 7, 2000. Their target, a diamond exhibit estimated to be worth $500 million. It features the 203-carat De Beers Millennium Star, one of the largest flawless diamonds in the world. Bien évidemment, les diamants exposés n'ont pas attiré que des visiteurs, mais aussi des hommes mal intentionnés avides d'argent et de pouvoir. Des gens pour qui le dôme n'était pas un symbole de progrès, mais une cible parfaite. Et dans l'ombre, certains ont commencé à réfléchir à l'impensable. Comment approcher un lieu aussi protégé et comment déjouer un système conçu pour être inviolable. Ce qui allait suivre n'avait rien d'un simple cambriolage. C'était une tentative audacieuse, planifiée et méthodique. Une opération qui allait marquer durablement l'histoire criminelle britannique. Notre histoire commence dans les années 80 en Angleterre. On suit un gosse du nom de Lee Wenham. Lee est né dans une famille gitane et a grandi dans un environnement, de gangsters, avec un père qui faisait des choses pas très légales. Quasiment toutes les 1 à 2 semaines, la police venait à la maison pour son père. Et Lee grandit littéralement dans ça. Et bizarrement, ça lui plaît. Il voit son père comme un modèle et rêve de devenir comme lui plus tard. Donc, il va devenir turbulent. Il va faire un paquet de bêtises, notamment voler une pelleteuse de 10 tonnes. Et ça passe tranquillement. Donc ça l'encourage encore plus dans cette voie. Et en plus de tout ça, pour ne rien arranger, l'école ne sera pas son fort. Il est dyslexique et a du mal à écrire. Et en plus de ça, il se fait harceler vu qu'il est gitan. Donc il va quitter l'école très tôt. Ensuite, il va commencer à travailler avec son père. Donc à partir de là, il entre dans l'école du crime. Et dans sa vingtaine, ça ne va pas s'arranger. Il va pas être le gars tranquille ou au calme. Il va commencer la contrebande de cigarettes pour être précis. Et va aussi braquer des distributeurs. Et on peut dire qu'il se met bien. Il gagne 24 000 balles par mois. C'est bon. Et plus tard dans sa vingtaine, il aura sa compagne et 2 filles. Et pour lui, c'est bon, là, il a réussi la vie. Il a fini le jeu. Il a l'argent, il a la femme, il a les enfants, il a la maison, il manque plus que le chien. Bref, là pour lui, il a réussi. Mais il lui manque une chose que son père avait, mais que lui n'a pas. Le respect des gens. Il veut réussir un grand coup et que tout le monde dise « Oh purée, regardez, c'est Lee, il est trop fort ». Voilà, c'est ça son end goal. Donc, il mettra en application ses dessins. Il va tenter de braquer un fourgon blindé avec un butin de 8 millions à la clé. Un jour, en mois de juillet 2000, il se trouve au Kent en Angleterre avec des complices pour braquer le fourgon. Le fourgon qui est en déplacement arrive au lieu de l'embuscade et ils le bloquent avec des camionnettes. Ils en sortent armés et braquent les agents. Mais les agents qui sont entraînés à ça, oui, cause toujours tu m'intéresses. Donc Lee fait comme dans la Casa des Papel, il sort une fausse bombe et la colle sur la vitre. Et les menace. Donc si vous mettez pas les mains en l'air,
on explose tous ensemble. Là, ça s'exécute là par contre. Et pour pouvoir accéder à l'argent, ils ont eu une idée. Faire un cône géant en métal, la placer sur un camion et foncer sur le fourgon pour percer les portes. Et ça marche. Mais complication, la police est en route et arrive sur les lieux. Donc Lee tire sur la voiture de police et remonte dans sa camionnette. Il s'enfuit et s'ensuit une course-poursuite. Et ils réussissent à s'enfuir en fuyant à bateau. Donc, butin du braquage, 0. Échec total. Et dans sa tête, c'était son coup de maître. Celui qui était censé lui rapporter le respect et la prospérité. Et quelques semaines plus tard, son père va lui présenter un gangster du nom de Ray Betson. Un homme d'une trentaine d'années. Et lui, c'est pas un petit. Il s'est lancé très tôt dans la criminalité. Il a eu sa première condamnation à seulement 14 ans pour cambriolage. Et par la suite, il a eu plus de 17 condamnations et a passé près de 3 ans en prison. Et dans sa carrière, il aura amassé plus de 15 millions de livres grâce à ses vols et, entre parenthèses, peut-être grâce au trafic de drogue. Donc lui, la prospérité, il l'a déjà. Et d'après Lee, c'est un homme très imposant. Le mec qui te regarde, il a un regard noir. Il paraît que si tu as le malheur de le contrarier, c'est chaud pour toi. Genre, tu peux être à côté de lui, mais t'es jamais tranquille. Et pendant 30-45 minutes, Ray va lui parler d'une idée de casse. Il compte braquer le dôme du millénaire. Alors, le dôme du millénaire est un monument qui a été construit à Londres pour marquer l'entrée dans le XXIe siècle. Le bâtiment, qui ressemble à un énorme chapiteau, est pensé comme une grande exposition. On y trouve plusieurs thématiques comme le corps humain, l'esprit, le jeu, l'environnement, etc. Mais il n'y a pas que ça. On y trouve aussi des spectacles, des concerts, un cinéma, des heures de jeu. En gros, c'est un endroit construit pour être familial. C'est vraiment ambiance familiale. Et parmi les attractions du dôme, il y avait une exposition de diamants. Alors l'attraction, c'est tu entres dans une chambre forte sombre et tu vois derrière des vitres 12 vrais diamants rares et précieux sous fond bleu. Et au centre de la chambre forte, derrière une vitre circulaire, il y a le diamant, le Millennium Star, un diamant de 203 carats, beaucoup plus gros que tous les autres dans la salle. Et toi, t'es dans la chambre forte et t'apprends que ce diamant à lui seul vaut plus de 100 millions. Et que pour tous les diamants réunis, il y en a pour 350 millions. Oui, il y a de quoi tomber par terre. Et c'est exactement ça la cible de Ray Betson. Et pendant la présentation de l'idée, Lee est sceptique. De 1, c'est de la folie. De 2, il y a v'là le monde. Et de 3, c'est chaud. C'est chaud de faire ça. Mais il a réussi à le convaincre en lui disant que s'il réussisse, ce sera le plus gros casse de tous les temps. Quelques jours plus tard, Lee part en repérage dans le dôme. Il veut voir par lui-même les diamants. Pour ça, il y va avec sa fille pour ne pas éveiller les soupçons. Et devant le diamant, il est subjugué, littéralement. Il se dit, c'est mort, c'est à nous de le voler. Même s'il sait que c'est ultra risqué, il est déterminé à faire ce coup. Mais même avec toute la volonté du monde, tu ne peux rien faire sans plan d'action. Alors Ray et Lee doivent trouver un moyen d'entrer dans le dôme, entrer dans la chambre forte, briser les vitres, prendre le diamant et s'enfuir, sans se faire repérer. Et tout ça, ils ne peuvent pas le faire à deux. Donc, ils vont recruter une équipe. Premièrement, il leur faut quelqu'un qui puisse exploser les vitres blindées. Un pro des outils. Pour ça, ils font appel à Robert Adams. Ensuite, ils ont recruté William Cockram, le bras droit de Ray. Lui, c'est la partie muscle de l'équipe. Il est là pour que la sécurité ne se mêle pas du vol. Pour la partie technique, ils font appel à Aldo Ciarucci, un spécialiste de la technique braquage éclair, et qui est aussi le plus jeune de la bande. Et pour finir, ils recrutent Terry Millman, un gangster expert des braquages du sud de Londres, connu pour fraude et logistique. Lee et Ray, eux, vont s'occuper de la coordination. Voilà, l'équipe est désormais réunie. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre au point le plan. Déjà, il faut bien voir comment est la cible. Donc Lee repart étudier les lieux, pour voir les caméras, les entrées, les sorties, tout ça. Déjà, ils savent qu'ils ne pourront pas entrer en voiture. L'entrée est protégée par d'énormes rideaux. Et autour du dôme, il y avait de grosses portes en métal. Donc bon courage pour passer au travers. Donc il se dit qu'il va lui falloir quelque chose de lourd pour passer. Donc Lee réfléchit et a une idée. Ils vont voler une pelleteuse. Ça ressemble un peu à un tank, ça passe. Et il se dit qu'avec ça, ils pourront passer au travers de n'importe quoi. Donc il va voler une pelleteuse et la cacher en attendant le jour J. Ok, ils ont de quoi entrer dans le dôme, mais ils n'ont pas encore de quoi entrer dans la chambre forte. Le problème, c'est que la chambre forte est fermée la nuit, et que même un véhicule blindé ne pourrait pas entrer dedans. Les murs sont extrêmement épais, à l'intérieur il y a des barres de fer. Quant à la porte de la chambre forte, elle est faite en acier, et pour l'ouvrir, il faut 2 personnes carrément. Donc la question c'est, que faire? Creuser un trou au sol et remonter par la chambre forte? Non, c'est trop long. Exploser la porte? Non, ça risque d'endommager tout en fait. Mais non. Ça ne sert à rien de chercher midi à 14h, il faut y aller le jour quand les portes sont ouvertes, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'il y a du monde à l'intérieur. Et avec leurs bêtises, ils vont peut-être directement appeler la police. Ou au pire même, ils peuvent blesser directement des gens. Mais il faudra quand même le faire le jour, vu qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ensuite, pour briser la vitre blindée, comment faire? Eh bien, Lee a une idée. Ils vont utiliser un pistolet à clous, ce qui va permettre d'endommager la vitre de façon considérable, et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre des coups de marteau. Donc là, c'est bon, ils ont leur plan. Il ne leur manque plus que la fuite. Eh bien, ils se rendent compte que s'enfuir en voiture ou en camionnette,
c'est impossible. Premièrement, parce qu'il y a trop de circulation, et deuxièmement, parce que le dôme est construit dans un coin, entouré par la Tamise. Donc la police n'a juste à faire qu'un barrage pour les cerner. Donc le plan, c'est de s'enfuir à bateau. Et pour ça, ils vont recruter un mec qui s'y connaît bien en bateau. Kevin Meredith. Et après avoir fui en bateau, Terry les prendra avec une camionnette pour disparaître pour de bon. Ok, le plan est bouclé. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. On est le 7 novembre 2000. Il est 8h du matin. Notre jolie petite bande s'apprête à faire le plus gros braquage de leur vie. Ray, William, Aldo et Robert se placent dans la pelleteuse. Terry se met au point de fuite avec la camionnette. Kevin se place avec son bateau sur la Tamise et toute l'équipe est prête pour le braquage. Donc à 9h07, Ray et les autres se mettent en mouvement. Ils arrivent au dôme et font un passage en force. Ils enfoncent la première porte en métal, puis la deuxième. Les gens autour commencent à se poser des questions et pour finir, ils pètent le rideau. Ils passent au travers et sont maintenant à l'intérieur du dôme. Ils descendent tous de la pelleteuse, William et Robert courent vers la chambre à fort pour briser les vitres, Aldo lance des fumigènes pour aveugler les caméras, pendant que William et Robert commencent à briser les... Nous sommes en février 2000. On suit un policier du nom de John Swinfield. John est le chef de la brigade volante, une unité spéciale qui s'occupe des vols à main armée d'un niveau national. Un jour, il apprend qu'il y a eu une tentative de braquage dans un parking à Londres. Un fourgon blindé qui contenait plusieurs millions de livres s'est retrouvé piégé dans un parking par 3 poids lourds. Les malfaiteurs avaient un camion, et ce camion contenait un cône géant, en métal, qui était là pour briser le blindage du fourgon. Mais pendant qu'ils se préparaient à braquer le fourgon, un passant est venu et les a stoppés net dans leur plan. Il a pris leurs clés qui étaient restées sur le contact. Donc les malfaiteurs ont pris la fuite en courant jusqu'à arriver au fleuve et prendre un bateau. Et cette attaque marquera John. Il voit que les braqueurs ne sont pas des petits rigolos, mais qu'ils sont quand même organisés. Et quelques mois plus tard, en juillet, il apprend qu'un autre braquage a eu lieu avec le même mode opératoire. Embuscade, fourgon blindé, pointe en acier, fuite en bateau. Et John sent qu'ils ne vont pas en rester là. Dans les 2 braquages, ils sont ressortis avec 0. Donc pour lui, c'est simple. Il faut les arrêter et leur mettre le plus cher possible. Mais ils n'auront aucun élément pour les aider dans leur enquête. Mais quelques semaines plus tard, Terry va faire un accident de voiture. Et en relevant ses empreintes, ils ont remarqué que c'était les mêmes qu'il y avait sur le camion du braquage. Là, ils peuvent l'arrêter pour vol, mais ils vont le laisser libre pour le surveiller. Et pour voir jusqu'où il va les emmener. Et c'est un très bon move. Il les emmène jusqu'à une ferme qui appartient à la famille Wenham, donc à la famille de Lee. Et les policiers vont concentrer leur surveillance sur Lee. Et pour ça, John va demander à Jules Lloyd, qui est agent de surveillance, de le surveiller. Et donc, à chaque fois que Lee sortait, des agents étaient là pour le surveiller. Pour voir où il allait, qu'est-ce qu'il faisait, qui il fréquentait. Et un jour, alors qu'ils le suivent, ils remarquent que Lee ne fait pas comme d'habitude. Il se rend à Londres. Ok, mais pour faire quoi ? Eh bien pour se rendre au dôme. Et là les policiers font... Comment ça il va au dôme ? Le dôme c'est pas ouf, c'est pas ouf. En fait le dôme il n'avait pas de succès. Carrément même les policiers eux-mêmes ne voient pas ce qu'ils feront eux là-bas. Genre pour dire à quel point c'est une dinguerie. Ils le suivent durant toute sa visite, lui ne se rend absolument compte de rien. Et heureusement pour lui, il ne fera rien de bizarre. Il se conduit juste comme n'importe quel visiteur. Donc tranquille. La police ne le soupçonne pas. Mais une semaine plus tard, il se rend à nouveau au dôme. Et là, la police se dit, mais comment ça ? Ok. Tu peux bien kiffer une fois, ok ? En vrai, même si tu kiffes, personne ne repart 2 fois au dôme. D'accord. Donc là, tu payes 2 fois ton entrée. C'est louche. C'est très très louche même. Et cette fois, Lee part directement voir les diamants. Carrément, il sort une caméra pour filmer les diamants et les caméras de surveillance. Quoi ? Les policiers ils se disent quoi ? C'est très bizarre. Ensuite, il a cherché toutes les caméras de surveillance et a pris des notes. Et John capte directement en voyant les images que la cible, c'est le Millennium Star. Et les policiers dans leur tête, ils se disent que c'est pas possible en fait. Ils peuvent pas tenter un coup aussi gros quand même. Mais si c'est vrai. Ils ont conclu que pour réussir un tel coup, ils ont forcément recruté des gens. Et que pour la réunion stratégique, ils sont obligés d'aller à la ferme des Wenham. Donc ils décident de renforcer la surveillance autour de la ferme et vont installer bien plus de caméras pour surveiller qui entre et qui sort. Et en plus de ça, ils placent des agents sur place pour les surveiller. Ils surveillent la ferme jusqu'à voir un homme arriver, William Cockram. Ils savent qu'il est connu des services de police et qu'il peut très bien être un membre de l'équipe. Et ils se rendent très vite compte qu'il n'est pas le cerveau de l'opération. Et ils se sont aussi rendus compte que Lee ne pouvait pas être le cerveau de l'opération. Et comme ça, avec les caméras, ils vont identifier plusieurs membres de l'équipe, dont Robert, Aldo et Ray. Et ils comprennent très vite avec les caméras que le boss de l'opération est Ray. Et pour l'instant, toutes les pistes qu'ils ont sont plus que bonnes. Ensuite, John est parti voir le chef de la sécurité des diamants et lui a demandé si est-ce que le projet de cambriolage est faisable. Alors là, aucun monde. On a des murs blindés, une porte en acier. Donc bon courage à eux. Bon ok, il est plutôt confiant, mais imaginons que les diamants ne soient plus à l'intérieur de la chambre forte. On fait comment ? Eh bien, c'est ce qui va arriver. Et quelques semaines plus tard, les diamants vont être en déplacement pour Tokyo. Et les policiers vont se dire qu'ils vont forcément profiter de l'occasion pour voler les diamants. Alors ils appellent d'autres unités pour les épauler, ils réquisitionnent un hélicoptère, et le jour du déplacement des diamants, personne.
ils n'ont pas profité de l'occasion. Donc ils reprennent la surveillance de base. Et un jour, alors que les policiers surveillaient la ferme, ils voient arriver une pelleteuse. Et ils ne comprennent pas le pourquoi du comment. Mais ils se disent que ça a son importance. Un jour, en pistant Terry, ils voient qu'il se rend dans un magasin pour acheter un pistolet à clous. Et il ne leur faut pas 2 secondes pour comprendre à quoi ça va servir. Et 2 jours plus tard, ils choquent encore une fois en voyant débarquer à la ferme un bateau. Ah ouais, ils sont sérieux là. Après ça, ils vont suivre l'équipe de braqueurs jusqu'à la Tamise où ils vont tester le bateau. Et les policiers comprennent qu'ils vont une nouvelle fois de plus s'enfuir à bateau. Bon, John et son équipe sont assez confiants quant au braquage. Ils savent exactement où il doit avoir lieu, mais ils ne savent pas quand il aura lieu. La nuit ou le jour. La nuit, la chambre est fermée et devient intouchable. Donc moyen, ils ne peuvent faire ça que le jour, mais en présence de civils. Donc, ils ont un plan. Les piéger dans la chambre forte et les arrêter à l'intérieur. Le 6 novembre, les policiers voient grâce à leur caméra que la pelleteuse sort de la ferme pour rejoindre le sud-est de Londres, pour aller se positionner à 1 km du dôme. Mais ils voient également le bateau se placer à l'autre rive du fleuve. Et les policiers se disent que, ok, c'est demain un grand jour. Et demain, on sera prêt. Nous sommes de nouveau le 7 novembre au matin. Tous les policiers sont là pour accueillir notre bande de voleurs. Des policiers sont déguisés en agents du dôme. Les agents de surveillance surveillent les moindres gestes du groupe. Ils les voient se mettre en mouvement en direction du dôme. Et l'équipe de surveillance campe au niveau de l'entrée principale. L'équipe de surveillance pensait qu'ils allaient surgir de là-bas. Pour eux, c'était le meilleur moyen d'entrer. Mais non. Ils vont juste fracasser le rideau. Et bien évidemment, les policiers ne s'attendaient pas du tout à ça. Pendant que William et Robert courent vers la chambre forte et brisent les vitres, le chef de la sécurité des diamants donne le signal d'alarme à John. Et John à son tour donne le feu vert à l'équipe d'intervention. Et immédiatement, l'équipe d'intervention qui était cachée à l'intérieur du dôme sort. Ils mettent en joue Ray et les autres, les mettent au sol et les arrêtent. Et pendant ce temps, Terry qui est dans sa camionnette se fait aussi arrêter à son tour. Ainsi que Kevin Merritt qui était dans son bateau qui attendait. Et en moins de 3 minutes, ils se sont tous fait arrêter. Et pour finir, Lee. Lui, il attendait le retour des autres à la ferme. Mais gros, personne va venir, il y a juste un escadron qui se dirige vers toi. Et à son tour, lui aussi, se fait arrêter. Ah oui, j'avais oublié. Ils ont aussi arrêté son père car c'est lui qui a fourni la ferme. Game over. Game over pour tout le monde. Ensuite, après ça, ils vont tous en prison en attendant le procès. Ensuite, le 8 novembre 2001, le procès de la bande a commencé. L'affaire a fait le tour de la presse nationale, tout le monde en parle comme si c'était un truc de ouf. Ça dit carrément que ça pourrait faire un film dessus, et il paraît même que Brad Pitt a montré de l'intérêt pour faire un film dessus. Vous avez compris, tout le monde se passionne pour l'histoire. Et pendant le procès, Lee ne va pas comparaître avec les autres. Donc on va suivre Ray, Aldo, William, Robert et Kevin. Et ils ne vont pas plaider coupables de braquage, mais non coupables. Malgré le fait qu'on les ait pris en flagrant délire. En flagrant délire. Ils plaident non coupables de braquage car pour leur défense, ce qu'ils ont fait n'était pas un braquage, mais un vol. En gros, ils n'ont menacé personne et n'ont pas utilisé la violence pour arriver à leur fin. Et pour preuve, ils n'étaient pas armés lors du braquage. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, beaucoup de choses, monsieur. En Angleterre, un braquage est beaucoup plus grave qu'un simple vol. C'est puni entre quelques années de prison à plus de 20 ans de prison. Alors que pour le vol, il y en a pour 7 ans maximum. Donc ce n'est vraiment pas la même chose. Et ça va poser un débat au sein du procès. Était-ce un vol ou un braquage? Et logiquement, le but des fédéraux, c'est de leur mettre le plus cher possible. Donc ils vont répondre à leur argument comme quoi ils n'étaient pas armés et qu'il n'y a eu aucun blessé. Donc allons-y, ok. La pelleteuse que vous avez utilisée, ce n'est pas une arme? Imaginons qu'il y aurait eu des civils. Vous auriez fait quoi? Vous les auriez blessés? Vous les auriez blessés? Et eux répondent que non, ce n'était pas une arme, car on savait qu'il n'y aurait pas de visiteurs à ce moment-là. Ok, et comment vous le savez? Grâce à un informateur. Un informateur qui nous a renseigné et qui nous a assuré qu'il n'y aurait pas de visiteurs à ce moment-là. Voilà, donc nous, on n'est que des voleurs et pas des braqueurs. Ok, maintenant on a l'info, mais ça change quoi en fait? Eh bien, si la bande arrive à prouver qu'ils avaient bel et bien une taupe, eh bien ça change tout en fait, même leur intention carrément. Et lorsqu'ils parlent de taupe, de qui parle-t-il? Il parle de Michael Waring, un policier du sud de Londres qui travaillait au Dôme, et qui se trouve être le beau-frère de Ray. Et pour le recruter, un jour, Ray est allé chez Michael, et lui a révélé ses activités illégales, comme quoi c'était un braqueur. Et il lui a proposé de participer à un coup pour se faire énormément d'argent. Et Michael n'avait juste qu'à faire une chose, lui donner des informations, contre 250 000 livres. Et il est parti en lui laissant le temps de réfléchir à la question. Donc durant le procès, Michael va venir et va témoigner devant tout le monde. Il va parler de sa relation avec Ray, de la fois où il a tout raconté. Il va parler du jour où Ray est venu le voir et il va raconter ce qu'il a fait après ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas aidé la bande, mais est parti voir son supérieur et a tout poucave. Enfin, il lui a dit tout ce qu'il savait sur le coup. Et la fois suivante qu'ils se sont vus, Ray et Michael, il a refusé son offre. Mais bon, Ray ne savait pas à ce moment-là qu'il a balancé à son supérieur. Et pendant le procès, Michael répond à toutes les questions. Il coopère et affirme qu'il n'était vraiment, mais vraiment pas corrompu. Donc toute la défense des accusés tombe à l'eau. Finalement, ils ont tous été jugés coupables de conspiration en vue de commettre un braquage, sauf Kevin qui lui a été jugé coupable de conspiration en vue de commettre un vol. Et le 18 février 2002, ils ont pris leur condamnation. Ray et William ont pris 18 ans de prison, Robert et Aldo, eux, ont pris 15 ans, et Kevin, lui, a pris 5 ans. Ah, ils ont pris cher, hein, pour un coup même pas réussi en plus. Mais en fait, le pire, c'est même pas qu'il n'ait pas réussi en fait. Le pire, c'est que les diamants à l'intérieur là, c'était des faux.
c'était des faux. En gros, tellement les policiers étaient sûrs de leur coup et tout, ils ont averti le dôme et ils ont remplacé les diamants. Donc en gros, ce coup ne servait strictement à rien en fait. Pourquoi je fais une vidéo d'ailleurs? Et pendant la condamnation, le juge s'est exprimé. Il s'agissait d'un crime odieux et commis avec un grand professionnalisme. Il a notamment déclaré que la tentative de vol portait sur une somme colossale, qui aurait été la plus importante de l'histoire judiciaire de l'Angleterre. Mais quelques années plus tard, la bande va faire appel. Attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez à dire? On vous a pris sur le fait, il y a rien à dire en fait. Objection. Le juge s'est endormi pendant le procès. Et pour creuser leur argument, ils disent qu'il aurait pu louper des preuves cruciales. Alors, oui, il s'est vraiment endormi. Et même plusieurs fois même. Comme ça, c'est clair. On va... On va pas garder le mystère. Et pendant la cour d'appel, Ray et William disent qu'ils auraient dû faire face à l'accusation d'un simple vol, et non d'un braquage. Et le juge d'appel dira que oui, on est d'accord avec vous, un juge ne devrait pas s'endormir. Ça, on va pas vous l'enlever. Peu importe que le juge ronflait ou non. S'il somnolait, c'est qu'il n'était pas suffisamment attentif. L'avocat de Ray rajoute que oui, on peut pardonner des pertes de concentration, ça arrive à tout le monde, mais s'endormir, c'est chaud. Et en plus, si le juge ronfle, ça déconcentrera tout le monde. Et il rajoute que cela donnait l'impression que le juge avait une vision si sombre du cas de Betson qu'il ne pouvait pas se donner la peine de rester éveillé. Et encore une anecdote qui rend la chose encore plus drôle. Pendant le procès, l'assistante de l'avocat avait remarqué que l'un des jurés s'était endormi. Et donc, elle a regardé si le juge avait remarqué. Mais non, il n'a rien remarqué. Parce que lui-même dormait. En fait, j'ai compris, ils sont tellement déjà cuits que même pas besoin de rester réveillé en fait. Et verdict, l'appel a été refusé. Rentrons dans la cellule là, allez. Et pour finir, Lee, c'est comment? Après la condamnation de ses potes, il a un peu paniqué. Il a vu qu'ils ont pris tout cher. Il s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi en fait? Et en plus de ça, son père est en prison avec lui. Quelle belle situation. The day we were about to go up on trial, they sent a message to me saying if you plead guilty to both sentences, we'll let your dad go. So I don't suppose everyone would do it, but I just thought, I've got to get him out of here. My QC said to the judge, I recommend single figures instead of double figures because he's pleaded guilty. So he went right to the top and gave me 9 years and 4 years. But it was a relief, to be honest. The stress of not knowing what's coming, I was just really, really happy that it was over. Spirits were high. And as we walked onto the wing, people must have been watching it that day on TV because it was really big on TV at the time and in the newspapers. And they just all stood up and started clapping and, felt good at the time. Didn't last. Everyone, wanted to come and talk about it and ask what had happened. More or less everyone on the wing, really. The reaction from people inside were, you're like a little bit of a hero to them, really. They all want to sort of, hang around you and stuff like that because you've done something that's right out there, it's bigger than what that they could ever think of. Et au final, il sortira de prison au bout de 4 ans. Depuis sa sortie de prison, Lee mène une vie tout à fait normale. Il est désormais paysagiste et auteur d'un livre autobiographique, A Diamond Geezers, où il raconte ses mémoires. Et depuis, il n'a plus jamais fait parler de lui en mal. Regrets. I've had one or two. I regret my children going through what they went through when I was away. I don't know how it's affected them because they've never told me how they feel about it. I don't know if they trying to keep me happy by not telling me. But to be honest, since the documentary's come out, my oldest daughter's been quite tearful about it. And I've never seen that side of her. I've never seen like, and I've called her and I'm like, what are you crying for? And then my wife's going, well, just listen to what she's saying. And she's talking about the photographs that are coming out of her as a kid. And it's sort of bringing it all back for her. And I am sorry for her feeling like that. That's what I'm sorry about. Et quant aux autres membres du groupe, Robert Adams est décédé en prison. Terry, lui, était décédé avant même qu'il ne soit jugé. Kevin, lui, après sa sortie, il aurait trouvé un travail en tant que décorateur. Quant à William, en 2012, il avait porté plainte contre la police pour lui avoir donné des coups durant son arrestation. Ray, lui, a été libéré plus tôt que prévu, mais est reparti en prison à cause d'une tentative de braquage. Aujourd'hui, il est désormais en liberté et loin du monde criminel. Il s'est engagé dans des causes sociales et aide les jeunes délinquants à se réhabiliter. Aldo, qui lui était le plus jeune du groupe, a désormais 55 ans et vit maintenant avec sa femme et ses 2 filles. Et quant au Millennium Star, il a encore eu droit à des convoitises. En 2005, le diamant se trouvait dans un musée et la police qui a eu des infos sur un potentiel braquage a signalé le risque au musée. Et le musée a été contraint de fermer l'exposition 3 mois plus tôt que prévu. Au final, personne n'a mis la main sur les diamants du millénaire. Les braqueurs pensaient avoir tout prévu, mais cette fois, c'est la police qui avait un coup d'avance.
Caméra cachée, agents infiltrés, équipe d'intervention, chaque détail du plan était déjà sous contrôle, avant même qu'il passe à l'action. Et comme l'a déclaré le commissaire divisionnaire Chatford, il s'agissait d'une tentative de vol très audacieuse, mais elle a été déjouée par une riposte policière encore plus audacieuse. Et il ajoute que, si cela avait été réalisé conformément à leurs souhaits, cela aurait été le plus grand braquage du monde.